Bonjour à tous. Alors moi je ne vais pas vous parler de concierge, je vais vous parler de mycobactéries. Donc les mycobactéries, c'est un genre bactérien qui comprend à l'heure actuelle un peu plus de 200 espèces. Les bactériologistes et les cliniciens divisent ce genre en deux, grossièrement. Donc il y a d'une part les bactéries du complexe tuberculosis. Ce sont les bactéries qui sont responsables de la tuberculose chez différentes espèces de mammifères. Et donc chez l'homme, c'est principalement Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis et Africanum qui est surtout rencontré en Afrique de l'Ouest. Et à l'opposé, il y a les mycobactéries non tuberculeuses, donc certaines à croissance rapide qui sont capables de former des colonies un peu comme celles qu'on peut voir en haut à gauche de la diapositive en moins de 5 jours. Et ce sont globalement des bactéries environnementales qui sont peu pathogènes, à l'exception peut-être de Mycobacterium abscessus dont je vous parlerai tout à l'heure. Et donc enfin les mycobactéries non tuberculeuses à croissance lente qui comprennent des pathogènes d'importance majeure, notamment Mycobacterium leprae, l'agent de la lèpre, et Mycobacterium ulcerans, l'agent de l'ulcère de Buruli. Donc je vais principalement axer la présentation sur la tuberculose et puis on abordera à la fin de la présentation certaines mycobactéries non tuberculeuses. Donc la tuberculose, c'est évidemment une très vieille maladie qui a connu son heure de gloire au XIXe siècle, au moment de la révolution industrielle. Et puis à l'époque, c'était la deuxième cause de mortalité après les maladies respiratoires d'origine environnementale. Et depuis, il y a eu une amélioration des conditions d'hygiène et de l'état nutritionnel des gens. Il y a eu le BCG, il y a eu également les antituberculeux. Et malgré tout ça, c'est loin d'être fini. Et en 1993, l'OMS a sonné l'alerte en qualifiant la tuberculose d'urgence globale dans un contexte de pandémie due au virus VIH. Depuis, énormément de moyens ont été alloués à la lutte contre la tuberculose. Et vous pouvez voir que depuis à peu près 2005, la prévalence s'est stabilisée et à peu près 10 millions de cas, un petit peu moins de 10 millions de cas dans le monde de tuberculose. Donc vous pouvez voir que c'est le reflet de l'augmentation également de la population mondiale, puisque l'incidence a franchement diminué depuis 2005. Et actuellement, on est à peu près 120 cas par 100 000 habitants et par an. Donc la mortalité attribuée à la tuberculose a également franchement diminué, ceci du fait de la meilleure prise en charge thérapeutique de cette maladie, avec notamment la délivrance dirigée des antituberculeux, mais également du fait du contrôle de l'épidémie de sida en Afrique. En fait, ces chiffres-là, c'est uniquement la partie émergée de l'iceberg. C'est les petits points rouges pour la mortalité et jaunes pour les malades qui sont complètement noyés, comme vous pouvez le voir, au sein d'un grand cercle violet sur cette diapositive. En fait, l'OMS considère que entre un tiers et la moitié de la population mondiale est infectée par la tuberculose sans nécessairement développer la maladie. Et je vais vous expliquer ce que c'est que la différence entre infection et tuberculose maladie. Donc en fait, quand un sujet est exposé à un autre sujet bacillifère, donc quand il est contaminé, eh bien, il va se produire une infection, il peut se produire une infection. Donc ce qui est le plus contaminant, c'est évidemment la toux, mais parler à voix haute, ça peut être également contaminant. Il suffit de parler pendant 5 minutes pour générer autant d'aérosols qu'un épisode de toux, puis chanter, c'est également très contagieux. Et le fait, il y a eu pas mal d'épidémies de tuberculose dans des chorales. Bon, peu importe. Donc en fait, lorsqu'un sujet est infecté, il y a très peu de sujets qui développent une primo-infection symptomatique. En général, ça passe complètement inaperçu. Et 95% des sujets vont contrôler la multiplication du bacille et rentrer dans ce qu'on appelle la tuberculose latente. En fait, le bacille, la multiplication du bacille va être contrôlée au sein d'une structure pluricellulaire qu'on appelle le granulome, qu'on peut voir en bas à droite de cette diapositive. Et donc, cette structure pluricellulaire contient au sein de macrophages qui ont phagocyté la bactérie les bacilles de corps. Dans certaines circonstances, la tuberculose latente peut se réactiver, ce qui va entraîner une maladie symptomatique, donc la tuberculose maladie. Alors qu'est-ce qui va déclencher le passage de la tuberculose latente à la tuberculose maladie ? Eh bien, c'est principalement dépendant des conditions de l'hôte. Et donc les patients peuvent se fragiliser à l'occasion, par exemple, d'une dénutrition ou d'un stress immunitaire, ce qui peut réveiller la tuberculose. Notamment, les patients qui sont atteints de sida ont un risque de développer la tuberculose qui est entre 110 et 170 fois supérieur à des sujets sains. Et de même, si on se fait opérer pour une obésité, par exemple, donc une opération qui induit une dénutrition, on va avoir 30 fois plus de risque de développer une tuberculose
maladie qu'un sujet sain avec une tuberculose latente. Lorsque cette tuberculose maladie est déclarée, eh bien, le risque de décès, si on ne traite pas la maladie, est quand même de 50%, donc 50% de risque de décéder à 10 ans de la tuberculose. Alors, pour vous montrer de quoi meurent les gens et qu'est-ce que c'est qu'une tuberculose maladie, j'ai choisi 2 cas qui sont, vous allez voir, un petit peu caricaturaux et qui sont issus du service où je travaille actuellement. Donc, le premier cas, c'est celui d'un homme de 50 ans qui est SDF, qui est alcoolique, et qui, depuis quelques mois, est plus fatigué que d'habitude, il a moins faim, et il a des sueurs nocturnes, et il tousse, et ses crachats sont un peu sanglants. Et il consulte aux urgences pour une détresse respiratoire aiguë, donc il est très très essoufflé, et on fait une imagerie qui retrouve ces poumons-là. Donc vous pouvez voir que les lobes supérieurs des 2 poumons sont complètement détruits, avec l'apparition de cavités, ce qui est noir, alors que le tissu pulmonaire en bas est plutôt grisâtre. Donc ces cavernes en fait sont remplies de bacilles et donc ce patient est très contagieux et lorsqu'on analyse ses crachats on retrouve énormément de bacilles dedans. Et donc malheureusement ce patient est mis sous traitement mais ses poumons sont tellement abîmés qu'il décède 25 jours après le début de la prise en charge dans un tableau d'insuffisance respiratoire réfractaire. Et le deuxième cas que je vais vous présenter c'est celui d'une tuberculose disséminée. Donc c'est un homme de 21 ans qui est chinois ouïghour qui est en France pour ses études. Depuis 1 an, il boite un petit peu, mais il n'a pas pris le temps de consulter. Et depuis 3 mois, il maigrit lui aussi. Il a de la fièvre et il consulte une première fois aux urgences parce qu'il a mal à la tête. On lui fait une radiographie thoracique qui montre pas grand-chose d'évident. Puis, une semaine après, il est hospitalisé pour des convulsions. On lui fait une ponction lombaire qui retrouve une méningite tuberculeuse. Il y a des bactéries dans son liquide céphalorachidien. Et malheureusement, ce jeune patient va mal évoluer. Il va faire un accident vasculaire cérébral massif suite à un envahissement vasculaire par le bacille. Et il va décéder après 4 mois de réanimation dans un état végétatif. Donc vous voyez qu'il a un envahissement du cerveau avec des multiples lésions annulaires qui sont soulignées par des flèches, du cervelet, de la moelle. Il est paraplégique à ce moment-là. Il a également une atteinte, ce qu'on appelle une miliaire. Il a plein de petits grains blanc dans les poumons, et enfin, il a une fracture pathologique du bassin, ce qui explique sa boiterie. Donc dans ces 2 cas, le diagnostic de tuberculose était assez facile. On a pu voir facilement des bacilles dans les prélèvements biologiques, mais ce n'est pas toujours le cas. Pour faire le diagnostic de tuberculose, on peut employer 2 approches. Donc la première, c'est la mise en évidence du bacille, comme ici. Donc ça peut être à l'examen direct des produits biologiques, mais également à la culture. Et le bacille tuberculeux met beaucoup de temps à pousser, c'est 3 semaines en médiane. Donc il faut attendre pas mal de temps afin d'être rassuré sur le fait qu'on a une tuberculose ou pas. On peut également détecter le génome du bacille, donc en détectant l'ADN ribosomial ou certains gènes particuliers par PCR, sur des liquides biologiques également. Donc ça, c'est adapté surtout pour les tuberculoses maladies, et évidemment pas du tout pour la tuberculose latente, où il y a très très peu de bacilles chez l'hôte. Donc pour ces tuberculoses latentes, on utilise des tests immunologiques. Donc les plus anciens, c'est l'IDR, l'intradermoréaction à la tuberculine. On va injecter dans le derme du sujet à tester des antigènes de Mycobacterium tuberculosis, et on va assister, si le sujet a été mis en contact précédemment avec Mycobacterium tuberculosis, à la formation d'un granulome à l'endroit où on a injecté les antigènes, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Et les deuxièmes tests qu'on peut utiliser, ce sont les IGRA, les tests de libération d'interféron gamma. Donc là, on prend les cellules du sujet à tester, les PBMC, et on va les mettre en présence d'antigènes de Mycobacterium tuberculosis. Et si le sujet a été déjà mis en contact avec Mycobacterium tuberculosis, ces cellules vont libérer de l'interféron gamma, ce qu'on va pouvoir détecter. Donc ça, c'est des tests appliqués à la détection de la tuberculose latente qui posent également certains problèmes, en particulier l'interaction de la vaccination par le BCG pour l'IDR à la tuberculine. Les sujets vaccinés ont une IDR qui peut être positive. Donc une fois que le diagnostic de tuberculose maladie est posé, le traitement va reposer sur une quadrithérapie, une association de 4 antibiotiques qui est bien établie. Ça fait depuis 50 ans, même 70 ans qu'on y travaille. Donc pendant 2 mois, le traitement va reposer sur ces 4 médicaments. Donc initialement, c'est quand même 9 comprimés par jour pour une personne de 70 kg. Et pendant les 4 mois suivants, pour une durée totale de 6 mois au minimum, parfois 12 mois pour certaines formes extra-pulmonaires, il y a 2 médicaments qui sont l'isoniazide et la rifampicine, les antituberculeux majeurs, ceux qui sont in vitro les plus efficaces contre le bacille.
Donc ce traitement est très efficace. Dans le monde, le taux de guérison avec cette quadrithérapie est de 87%. C'est assez bon marché, c'est uniquement pour 6 mois $2000 par patient, et c'est relativement bien toléré avec tout de même 30% d'effets indésirables notables, et notamment des hépatites et une toxicité neurologique. Alors le problème actuel, c'est l'émergence de la tuberculose multirésistante. Alors c'est quoi ? C'est une maladie qui est due à des bacilles qui sont résistants aux 2 antituberculeux majeurs que sont l'isoniazide et la rifampicine. Donc c'est un problème très sérieux vu que l'OMS estime qu'en 2013, il y a eu entre 300 et 450 000 cas dans le monde, donc principalement en Chine, en Inde et en Russie, mais la prévalence la plus importante de tuberculose multirésistante, eh bien, c'est à l'est de l'Europe, à nos portes, et notamment en Biélorussie. Par exemple, il y a plus de 40% des nouveaux cas de tuberculose jamais traités qui sont résistants aux antituberculeux majeurs. Donc le nombre de cas notifiés a tendance à augmenter, mais on ne sait pas si c'est une meilleure détection de la résistance ou une véritable expansion des clones résistants. Alors ça touche également la France, et en 2014, il y a eu plus de 100 cas de tuberculose MDR en France, et avec notamment une vingtaine de cas de tuberculose ultra-résistante, donc excessivement difficile à traiter, et je vais revenir sur ces cas. Donc ils sont principalement rencontrés, ces cas multirésistants, chez des patients étrangers, notamment venant d'Europe de l'Est. Il y a eu une épidémie de cas XDR, donc ultra-résistants, chez des patients venant de Géorgie, ce qui a mobilisé pas mal de lits à la Pitié-Salpêtrière, avec cet article dans le Figaro en 2013 qui rapportait, avec peut-être une tentative de récupération politique, des patients indisciplinés qui profitaient des largesses du système de santé français. Alors le traitement de cette tuberculose multirésistante, c'est pas facile. On peut évidemment pas utiliser par définition les antituberculeux majeurs, et donc on doit se contenter de médicaments qui sont moins spécifiques de la tuberculose, comme les furoquinolones, mais également moins actifs et surtout plus toxiques. Et donc ce traitement, il est long. Actuellement, ce qui est recommandé, c'est 20 mois de traitement, dont 8 mois avec un traitement intraveineux. Et vous pouvez vous imaginer que c'est pas facile à mettre en place, notamment en Afrique. Et ce traitement n'aboutit à la guérison, ce sont les chiffres de l'OMS, que dans 47% des cas dans le monde. Donc à l'extrême, il y a les cas de tuberculose ultra-résistante, ce sont des cas MDR, donc qui sont résistants aux antituberculeux majeurs, mais qui sont également résistants aux meilleurs autres antituberculeux qu'on ait, c'est-à-dire les furoquinolones et les aminosides. Donc là, le traitement, on fait un peu ce qu'on peut. C'est pas codifié, on recommande également 20 mois de traitement, et puis il faut s'arranger pour trouver 4 à 6 médicaments actifs, ce qui n'est pas facile, avec des molécules d'efficacité incertaine et de tolérance très médiocre. Si possible, là, il faut enlever le morceau de poumon qui est malade, par exemple, c'est à peu près ce qu'on fait de mieux actuellement. Et donc ça permet d'éradiquer la maladie également de 50% des cas, ce qui est proche du taux de guérison de la tuberculose en l'absence de traitement. Heureusement, la recherche de nouveaux médicaments antituberculeux connaît un deuxième âge d'or. Tous les antituberculeux de la quadrithérapie ont été développés avant 1965. Suite à cela, il y a eu un certain désintérêt de l'industrie pharmaceutique pour la recherche contre les médicaments contre la tuberculose. Et depuis 15 ans, il y a de nouveau un regain d'intérêt dans ce contexte de pandémie de tuberculose. Et on a découvert pas mal d'antituberculeux, notamment ici à l'Institut Pasteur. Et dans les 5 dernières années, 2 antituberculeux ont été autorisés, le délamanide et la bédaquiline. Donc ceci, ça a été rendu possible par des efforts financiers énormes de différentes institutions publiques comme le NIH, mais également privées comme la Fondation Bill et Melinda Gates, avec des fonds alloués à la recherche contre la tuberculose qui ont culminé à 700 millions de dollars en 2011. Alors je vais vous parler assez rapidement des mycobactéries non tuberculeuses maintenant. Donc globalement, il y a 2 types de maladies en lien avec ces mycobactéries non tuberculeuses. Donc il y a des maladies exotiques, tropicales, avec la lèpre, c'est 200 000 cas par an dans le monde. Alors je dis exotique, mais aux États-Unis, il y a des cas endogènes de lèpre. C'est une maladie qui affecte la peau des patients, ça donne ces macules hypochromiques que vous pouvez voir sur la joue de cette jeune patiente. Et à l'extrême, ça peut donner des papules avec l'apparition du faciès léonin classique sur le patient de droite. Il y a également l'ulcère de Buruli, qui est la 3e mycobactériose dans le monde, qui est due à Mycobacterium ulcerans, et on va y revenir. Et à l'opposé, donc, il y a des maladies opportunistes, donc qui là sont bien de chez nous, puisqu'elles touchent des patients fragilisés par des traitements, par le sida, par la mucoviscidose notamment.
Et je vais vous parler de Mycobacterium abscessus, c'est une de ces mycobactérioses opportunistes qui est responsable d'infections pulmonaires, notamment chez les patients atteints de mucophysose, qui peuvent être très très graves, mais également d'infections de la peau et des tissus mous après inoculation, comme après un tatouage sur ce patient de droite, ou après de la mésothérapie ou de l'acupuncture. Donc la caractéristique de cette bactérie, c'est que c'est excessivement résistant à tous les antibiotiques, en fait, y compris tous les antituberculeux. Et donc le nombre de médicaments disponibles pour cette maladie est très très limité. Et là, on aboutit à la guérison microbiologique dans 50% des cas, avec des formes qui peuvent être plus sévères que la tuberculose. Et enfin, je vais finir par Mycobacterium ulcerans. Donc c'est une bactérie qui est responsable de l'ulcère de Buruli. Ça touche principalement l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Le réservoir de cette bactérie, c'est probablement des punaises d'eau, des neppes. C'est cet insecte que vous pouvez voir en haut à gauche. Lorsqu'on se fait piquer par cet insecte, ça donne un nodule qui, secondairement, va s'ulcérer. Et cette lésion ulcérée, qui est indolore, peut être responsable d'élabourements qui sont assez importants. Ça se traite bien quand on la diagnostique par des antibiotiques, mais ça peut avoir des conséquences sociales, fonctionnelles, qui sont vraiment importantes. Et donc il y a une équipe de l'Institut Pasteur dirigée par Priscille Brodin, lorsqu'elle était à Séoul, en association avec des chercheurs de l'INSERM d'Angers, qui se sont posé la question de pourquoi ces lésions étaient indolores, et ça aboutit à une découverte assez fascinante. Donc en fait, ils ont montré qu'une toxine qui était produite par cette bactérie interagissait avec des récepteurs à l'angiotensine 2 sur les neurones, ce qui aboutissait à une hyperpolarisation des neurones et une abolition du stimulus, enfin de l'influx nerveux douloureux. Et donc en fait, c'est une découverte qui est évidemment fondamentale puisqu'elle ouvre la voie à une nouvelle classe dentalgique. Donc en conclusion, la tuberculose et les mycobactéries non tuberculeuses, c'est des problèmes assez différents. Donc la tuberculose, c'est toujours fréquent, ça pose des problèmes diagnostiques et thérapeutiques, en particulier dans le contexte de l'émergence de la multirésistante. Et l'OMS a comme perspective d'éradiquer la tuberculose dans les pays à faible endémie comme le nôtre à horizon 2050. Donc c'est quand même pas facile de lutter contre la tuberculose. Donc on pourra se baser pour cela sur les nouvelles associations d'antituberculeux, peut-être avec les traitements qui ont été élaborés récemment. Et enfin les mycobactéries non tuberculeuses. Donc il y a des maladies négligées parce qu'elles ne touchent pas nos latitudes, on va dire, et qui sont responsables d'un handicap physique et social. Et enfin, les mycobactérioses opportunistes, qui sont des maladies émergentes de traitement très très difficiles. Je vous remercie de votre attention.